et puis, je suis ravie qu'on soit un petit groupe aujourd'hui parce que je nous ai prévu un petit exercice en live, un petit partage en live après cette première partie de présentation. Donc, on a fait notre tour de table. Évidemment, pour parler de crise, on va s'accorder sur la définition. Qu'est-ce qu'on entend par crise dans le contexte d'accompagnement? Et l'idée, comme toujours, c'est d'évoquer des sujets qui peuvent intéresser vos clients et de mettre Map&Match en perspective avec des problématiques ou des, comme on aime le dire chez Map&Match, des migraines de managers ou de dirigeants. Et donc, quelques chiffres pour se rappeler l'importance de savoir gérer une crise, les écueils peut-être à éviter, des bons réflexes. Et donc, comme toujours, vous partagez une caractérisation qui fait partie de notre managerial index, qui est le manager de crise, quelles sont les responsabilités clés et les responsabilités complémentaires qu'on va attendre du manager de crise. Donc, ça peut être le dirigeant, ça peut être le chef d'équipe, mais qui va devoir mener les autres et qui va être un peu la tête de proue de la gestion de crise. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'ensuite on regarde ensemble la caractérisation d'un collectif face à la crise. Qu'est-ce qu'on s'attendrait? Quel est le bon câblage dont un collectif aurait besoin? Et pourquoi pas customiser? Vous êtes tous les quatre plus proches enfin, proche en tout cas des comités de direction, etc. Et on pourrait réfléchir ensemble à quel serait le câblage idéal d'un comité de direction pour être armé face à une crise. Ah, ben voilà, Vincent, la participation Visconti va doubler. Euh, voilà, et donc de réfléchir ensemble à ce câblage idéal d'une équipe, et ce qui permet évidemment de poser le diagnostic ensuite quand vous avez le profil collectif de l'équipe, de se dire face à cette caractérisation, on sait ce qu'on recherche, est-ce que cette équipe est armée pour faire face à la crise ou pas. Et puis, les questions-réponses, quand on est en petit groupe, n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure de la discussion. C'est ce qui enrichit les échanges aussi, pour challenger, pour renforcer, pour témoigner d'une expérience que vous auriez vécue avec un client. Et puis, on conclut sur un petit flash news pour vous, les partenaires, et un récap des prochains rendez-vous. Alors, c'est parti. Bienvenue aux arrivants. Je pense que j'ai vu arriver Nadine et Vincent. Welcome. Voilà. Bonjour. Hello. Alors, donc s'accorder sur la crise, qu'est-ce que c'est la crise? J'aime toujours repartir de la définition du Larousse, qui est évidemment générique, et puis de la mettre en perspective avec nous, nos contextes business où on intervient. Ce qu'on retrouve, comme vous le voyez, dans les différentes facettes de cette définition du mot crise, c'est que systématiquement, il y a une idée de rupture. Voilà, c'est une forte manifestation, c'est un brusque accès, c'est un moment très difficile. Quand on parle au niveau sociétal, c'est une rupture d'équilibre entre des éléments clés d'une situation, ou médicalement, c'est une manifestation violente de quelque chose, ou c'est une grave pénurie de quelque chose. Donc on sent vraiment dans cette définition de crise qu'il y a ce sentiment de rupture, d'urgence, de complexité, ou en tout cas de difficulté, de hauteur de marche à franchir, d'obstacles importants, etc. Donc, on est vraiment dans une configuration managériale, hein, c'est ce qui nous intéresse, dans une configuration très particulière. En quoi, euh, en quoi c'est important, et ça peut être à valeur ajoutée de mettre en avant Map&Match et d'être capable de caractériser des enjeux de crise et puis de venir apporter du diagnostic et du plan d'action face à ce contexte de crise. Je vous propose trois éléments, il y en a sans doute plus. Les trois qui ont paru intéressants, c'est d'une part l'impact d'une crise dans le monde de l'entreprise, c'est les chiffres.
c'est un impact fort et immédiat. On déclenche la méfiance des consommateurs et aussi ça prend du temps pour revenir à un niveau acceptable. Je vous ai mis en faisant des recherches avec Chloé pour préparer, pour alimenter un peu cette partie. On a quand même été surprise de trouver certains chiffres. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de la crise de Perrier, Oui. euh, qui a mis 24 ans à retrouver son niveau de chiffre d'affaires de juste avant cette crise. Pour 13 bouteilles contaminées aux États-Unis par un gaz qui a contaminé les bouteilles parce qu'il y avait un filtre mal replacé. Ils ont mis 24 ans à retrouver leur chiffre d'affaires. Ils ont tellement plongé qu'ils se sont fait racheter pas cher par Nestlé, qui grâce à ça a pu devenir leader mondial de l'eau en bouteille. Enfin, ça a eu des répercussions énormes. Plus récemment, c'est aussi une crise sanitaire, mais les pizzas surgelées Buitoni a emmené dans son sillage une crise énorme de la pizza surgelée. Les diététiciens s'en réjouiront peut-être, mais n'empêche que business-wise, business-wise c'est important. Ah, pardon. Alors, il y a une animation qui s'est perdue dans… Excuse-moi Valérie, les Oui. 30% qui ne font plus d'affaires avec une entreprise après une crise mal gérée, elle vient d'où cette donnée? Vous avez trouvé ça où? Appel à l'équipe, Chloé, t'as donné, tu te souviens? C'est pas une question piège, hein, si vous vous souvenez pas, Non, non, c'est c'est pas de grave, mettre mais les sources, ouais. Oui, 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 on les mettra en note. Ouais. Les sources, c'est une bonne remarque. Oui, tout à fait. Je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai trouvé des sources il y avait Deloitte, PwC et l'autre. C'est plutôt des études de boîtes de consulting en d'auditeurs. général, hein. Ouais. D'auditeurs et de boîtes de consulting. Mais Ok, merci. c'est une bonne remarque, on précisera les sources, tout à fait. Donc, deuxième raison de l'importance de la crise, c'est l'importance de maintenir l'activité et l'importance d'anticiper aussi. Donc, nous, on peut justement, j'évoquais l'idée de pouvoir diagnostiquer si le collectif était prêt à gérer une crise, si un manager désigné ou pas en amont était dans l'énergie de savoir gérer une crise, etc. Parce qu'on sait que c'est important de préparer, d'anticiper. Et une fois de plus, Chloé a trouvé des chiffres qui montrent que quand on est préparé et quand on peut anticiper pour maintenir l'activité, ça a un vrai impact. Forcément, là aussi, on parle business, hein, et c'est un point crucial. C'est c'est l'histoire de la SNCF qui s'était préparée à des situations presque de guerre, enfin d'impact terroriste, et qui a été capable de transporter très rapidement les malades lors du Covid. Oui, Donc voilà, il y a des bons exemples aussi, hein. exactement, exactement. Et on voit que voilà, un plan de gestion de crise reprend nettement plus rapidement que celles qui n'ont pas de plan de gestion de crise. Ouais. Donc, on voit vraiment l'impact, tout à fait. Et puis, c'est une réalité. Alors, c'est facile à dire quand on en est sorti maintenant, mais on a vécu le Covid il n'y a pas si longtemps. Mais il n'y a pas que ça. Il y a différents types de crises également. On a des crises organisationnelles, on a des crises financières, on a des crises sociales. Alors, dans mon plat pays, récemment, il y a eu une énorme crise sociale chez Delhaize, des grandes surfaces qui voulaient passer à la franchise et qui a bloqué, enfin, ça a été une crise sociale énorme, c'était une vraie crise. Voilà, il y a les crises terroristes hein, qu'on connaît en ce moment, le risque sécuritaire, la menace de sécurité. Il y a différents types de crises et on voit que tout le monde est impacté de plus ou moins loin. Donc, quand on regarde des audits, déjà 62% des organisations ont connu plusieurs crises au cours des dernières années. On voit que c'est vraiment dans le quotidien
des entreprises que vous accompagnez. Mmh. D'où l'importance et l'intérêt qu'on a trouvé à adresser ce sujet. C'est un sujet sur lequel on aime travailler. Un de nos partenaires, Arnaud Marion, n'a pas pu résister à vous mettre ces deux bouquins, l'IHEGC et les hautes études en gestion de crise. Et il en a fait son métier. Donc, le contenu que je vais vous partager est en grande partie aussi inspiré des choses qu'on a pu partager ensemble chez un client notamment, chez qui on est co-intervenu, et qui a un regard très, très stratégique sur la gestion de crise en entreprise. Donc, je vous invite, c'est très facile à lire et ces bouquins sont vraiment super intéressants. Alors, quels sont les dangers de gestion de crise et ce qu'on va vouloir éviter et qu'on va peut-être aller regarder dans la phase de diagnostic. On va aller chercher ce qu'il faut, mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir en tête ce qu'on veut éviter. Face à une crise, qu'est-ce qu'on veut éviter dans les à ne pas faire? On va avoir peut-être un risque ou une tendance à minimiser la crise. Pour se rassurer, c'est conjoncturel, c'est chez les autres, c'est pas forcément chez nous. Voilà, à pas regarder les choses en face, voire à être dans le déni par culpabilité, parce que peut-être que c'est de notre faute, enfin notre faute quand je me mets à la place de l'entreprise, évidemment, on a oublié de faire quelque chose, etc., par peur d'aller affronter les conséquences, etc. Donc la fuite, hein, courage, fuyons, ça peut être une attitude de l'entreprise. Un autre écueil à éviter, c'est de vouloir gérer seul. Alors seul au niveau de l'entreprise ou voire seul au niveau du dirigeant, hein, qui va prendre sur ses épaules. C'est peut-être pas une bonne idée, hein, on va le voir. Avec une partie ou l'ensemble des parties prenantes, en interne, en externe. Voilà le chevalier blanc qui va vouloir se dire que moins il y a de gens au courant, moins c'est exposé, moins c'est risqué, etc. Ça peut être un réflexe assez naturel aussi dans l'entreprise. Voire mentir à soi-même ou aux autres, hein. On n'est pas loin du déni, mais c'est encore un cran de plus. Un autre danger, ça va être de traiter que les symptômes en se disant on creusera, on essaiera de comprendre plus tard, hein. C'est ça, reporter l'étude des causes ou en allant trop vite, c'est de dire bon, on cherchera à comprendre plus tard. Là, on traite la surface. Et ça peut être. Alors, il faut agir vite, hein, on va le voir dans un instant, mais il y a agir vite et puis agir de manière raisonnée et ancrée dans des informations. Et puis, évidemment, on va éviter de prendre trop de temps à réagir, et c'est ça, évidemment, tout le challenge de la gestion de crise, c'est de mettre le curseur au bon endroit. Il ne faut pas traîner, mais il faut aller vite aussi. Donc, pas aller trop vite, pas aller trop lentement, et trouver le juste rythme, la juste quantité de communication, le juste canal de communication. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et il y a beaucoup de choses autour de prendre la mesure des choses et d'y répondre de manière adéquate. J'aime assez le petit clin d'œil en anglais que j'ai ajouté sur l'écran, parce que ça, c'est la pire organisation, évidemment, qu'on puisse avoir face à une crise, entre un chief of statu quo, le VP wait and see, le VP play it safe, le VP qui va dire non, mais là, c'est celui qui va prendre trop de temps, il faut encore plus d'analyse. Voilà, le yes but, il est pas mal aussi, et aller jusqu'au manager de I give up. Voilà, c'est assez humoristique, mais toute ressemblance avec des situations déjà vécues n'est pas tout à fait fortuite, à mon avis. J'en vois certains de vous qui ça vous parle. Peut-être qu'on peut juste faire un petit tour. Est-ce que vous avez envie de réagir sur ces dangers, ces écueils face à la gestion de crise?
Qui a envie de commenter? Moi, il y a un aspect qui me semble extrêmement dangereux aussi, c'est quand il y a trop de monde qui pilote, quoi, trop de monde qui décide. Et là, ça devient quand même un gros bazar. Donc, la notion de leadership, voilà, ce manque de leadership, quelque part, je ne le vois pas inscrit, mais moi, ça me paraît important pour l'avoir vécu en direct. Et voir à quel point c'est important, quoi. Il faut qu'à ce moment-là, quand même quelqu'un qui prenne la barre et qui orchestre un peu l'ensemble, hein, sinon c'est le bazar. Donc, pour moi, c'est un autre écueil à éviter, quoi. Oui, oui, tout à fait. On en parlera tout à l'heure il faut un cap, il faut un cadre pour aligner les parties prenantes. Oui, tout à fait. Un autre commentaire? Oui, dans les autres choses que tu as listées, les deux premiers, effectivement, m'interpellent un peu, puisque tu parlais également d'Arnaud Marion. Et comme j'ai également fait autrefois du management de transition, j'ai eu à diriger une entreprise dont la situation a été totalement sous-estimée ou minimisée par le PDG. Et donc, en clair, au lieu de faire ce pourquoi j'étais venu à l'époque, c'était développer l'entreprise, notamment commercialement, je me suis retrouvé en phase de retournement brutal. D'accord. C'est pas la même chose. Ouais. Pas tout à fait, non. Oui, parfois minimiser est la cause de la crise, c'est ça que tu veux dire. Ah oui, ils ont vraiment tout minimisé, en fait. Mais bon. Oui, on pousse sous le tapis, ouais. Oui, c'est ça, beaucoup. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça peut être. Alors, on peut aussi en faire effectivement une longue liste des causes. Alors, il y a des causes intrinsèques et extrinsèques à la crise, on est d'accord. OK. Les bons réflexes, et là, je ne prétends pas être exhaustive non plus parce que voilà, Arnaud en a écrit des bouquins entiers, mais, ce qui m'a paru intéressant à relever, donc on te rejoint, ça rejoint un peu ta remarque, hein, Nadine, clarifier les priorités pour garder un cap, donc cette nécessité de cadrer, de prioriser et de voilà, qui va permettre derrière un alignement et pas que ça parte dans tous les sens. Mobiliser les équipes embarquées, on est un peu à l'opposé du déni et du je veux faire tout seul. On sait que à plusieurs, on va être mieux armé pour affronter une crise. La transparence, hein, la communication jusqu'à un certain seuil, et la prudence requiert parfois de ne pas aller dans une totale transparence, mais en tout cas, il faut communiquer, hein, c'est ce qui est attendu, ce qu'on voit. Et puis, au temps moderne des réseaux sociaux, etc., on attend une réaction très, très, très rapide. Encore, il y avait un temps où il y avait le temps du communiqué de presse. Aujourd'hui, sur Twitter, enfin même les présidents de République, les premiers ministres, etc., réagissent dans les minutes, hein, on est d'accord. D'où l'importance d'anticiper ces moments-là. Je sais pas comment sont vos clients, mais j'en vois quelques-uns. Quand je parle de risque, comme ça, d'évaluation des risques, de comment faire en cas de risque. Oui, bon, mais c'est qui s'en occupe? Ah bah, c'est un peu tout le monde. Ouais, super. Ah oui, exactement. Donc, être prêt à s'adapter en permanence, donc il faut une certaine agilité aussi dans un contexte de crise, parce que les informations vont peut-être arriver au compte-gouttes, et il va falloir en tenir compte pour prendre la décision suivante et s'adapter donc en permanence, et de poursuivre toujours cette nécessité d'aller chercher les raisons et de ne pas rester en surface, de nouveau cette histoire de ne pas traiter que les symptômes, mais d'essayer d'aller au cœur du problème ou de l'origine, et qui va permettre aussi d'apporter des solutions constructives et adéquates. Être sur le terrain et constituer une cellule de crise avec les sachants, là, on est aussi face à je veux gérer tout seul. On est, pour parler Map and Match, il n'est pas nécessaire d'être un expert de la situation soi-même, mais d'avoir l'humilité de se reposer sur des sachants.
justement, et d'avoir identifié les sachants. Pour rebondir sur ce que Nadine disait, il faut, quand on anticipe et qu'on prépare en amont, cette préparation amont doit comprendre l'identification des sachants et de savoir qui on appelle dans quelle configuration. En fonction du secteur dans lequel on est, on sera plutôt techno, on sera plutôt relation client, même si on doit tout adresser. Sur quelle problématique, qui est le référent et le sachant, lui, idéalement, aura un T5 d'expert, pour parler Mappelbach, on est d'accord. Les fameuses cellules de crise, on les a beaucoup vues, en tout cas, ou mieux, on a mieux pris conscience lors de la Covid en particulier. Il y a des sociétés qui ont beaucoup communiqué là-dessus. Ils ont eu raison. Je me souviens par exemple de Paprec, par exemple, qui a vraiment mis en place tout un système extrêmement complet et finalement très bien élaboré, qui leur a permis de bien résister, alors qu'à l'époque, ils n'arrivaient plus à recycler du tout les papiers. Hein. Donc pour eux, c'était la base de leur modèle économique quand même qui était touchée. Et ils ont très bien réagi et du coup, ils sont en très bonne posture aujourd'hui également. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Et puis en fait, il y a le contexte et l'environnement global. Et c'est vrai que lors du Covid, en effet, on a vu notamment pour les PME certains qui ont subi les crises et d'autres qui ont vu comment avoir des opportunités en gérant bien le contexte de la crise et qui ont réinventé leur modèle économique. Oui, tout à fait. Et ça a été très apprenant. Et d'ailleurs, je dirais même les conséquences de cet épisode, on le voit encore dans les entreprises, pour celles qui ont anticipé, géré et celles qui ont essayé juste de garder la tête hors de l'eau. De garder, tout à fait. Oui, tout à fait. Et tout ça sous l'ombrelle du besoin d'aller vite et comme on le disait, de mettre le curseur du tempo, du métronome au bon rythme, parce qu'il faut aller plus vite que la vitesse de propagation de la crise elle-même. La réponse doit suivre le même rythme. La vitesse de détérioration du modèle économique, qui peut être très brutale. Hein, effectivement, du jour au lendemain, on n'achète plus ça ou on ne fait plus ça. Le principe, c'est d'aller plus vite aussi que les autres et les concurrents. Hein, c'est un peu comme tu disais, Norma, il y en a qui ont rebondi rapidement et qui ont vite retourné la situation. Et puis, ça a parfois fait du tri sur certains marchés, hein, entre ceux qui ont réussi à en sortir, voire à s'améliorer à travers la crise. Ça peut faire un certain nettoyage en termes de compétitivité. Et puis d'aller plus vite que les détracteurs aussi dans certaines situations de crise. La contre-attaque est virulente et rapide et il faut être en mesure de la contrer. Néanmoins que pour tous, en fait, ceux qui s'en sont bien sortis, qui ont bien identifié l'importance du facteur humain. Mais bien sûr. La mobilisation de la communication, parce que moi, chez un client, comme il y a des gens qui étaient obligés de venir en présentiel parce qu'ils devaient assurer des choses et d'autres qui restaient en distanciel, il y a eu dans la société une espèce de deux clans. Deux clans qui ne se comprenaient plus, qui s'attaquaient beaucoup entre ceux qui étaient en distanciel et ceux qui étaient en présentiel. Et après, la vie en commun, ça a été très, très dur à apprendre. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est en haut de la liste, hein, on est d'accord. Embarquer, mobiliser les équipes, communiquer en interne autant qu'en externe, parce qu'on peut avoir le réflexe, effectivement, de communiquer vers l'externe et les collaborateurs apprendre des choses via les médias plutôt qu'en interne. Enfin, c'est une erreur à ne pas commettre non plus. Effectivement, c'est en haut de la liste. Clarifier le cadre et une fois qu'on a fait ça, on embarque, on mobilise, on communique et après on règle le rythme, on s'adapte, on essaye de comprendre et on s'informe pour avoir la réponse la plus appropriée possible. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est dans les crises, notamment celle du Covid ou des crises très fortes, comme il y a une sorte d'union sacrée, hein, voilà, tout le monde tire un peu dans la même direction. C'est plus presque l'après-crise qui voit apparaître les dissensions.
Ça, c'est un aspect sur lequel on a été amené à travailler. Et je pense, au niveau de l'outil, je suis assez curieux de voir ce qu'il y a après, voir comment justement préparer, pas la crise, parce que globalement, il y a une solidarité sur le moment de la crise, particulièrement plus la crise est forte, plus les gens sont solidaires. Et personne se pose finalement de questions et on essaye de sauver l'organisation. Maintenant, c'est l'après-crise qui pose en général déjà, il y a un épuisement et puis les dissensions ou les intérêts contradictoires apparaissent. Donc, je pense que c'est, à mon avis, là que l'outil peut être aussi extrêmement intéressant. Bien sûr, en fonction des dynamiques et des forces naturelles du collectif, on va voir qu'il y aura plus ou moins de remise en question, plus ou moins d'adaptation, ou plus ou moins de volonté de revenir à l'ancienne vie, etc. Ça, évidemment, ça peut se voir dans le diagnostic de l'équipe. Moi, ce que je vous propose, c'est un exercice en 2 temps, de vous partager dans un premier temps ce que nous, on a identifié comme les responsabilités du manager de crise. Donc, comme je le disais dans la présentation de l'agenda, c'est la tête de pont et le manager in charge. D'accord? Ça, c'est la première partie. Et comme toujours, quand on propose une caractérisation, c'est une trame, c'est un point de départ qui est toujours à affiner en fonction du contexte, en fonction des enjeux, en particulier de la situation. D'accord? Quand on vous propose ces caractérisations, vous aurez peut-être envie de mettre un peu plus d'un talent et un peu moins d'un autre, hein, mais ça a le mérite de poser le cadre. Et le deuxième temps, on regardera du collectif. Alors, spontanément, par rapport à ce qu'on vient de se dire sur ce qu'il fallait faire en temps de crise, si je prends le manager, chef d'équipe qui doit traverser cette crise, les 4 responsabilités clés qui apparaissent tout d'abord sont le challenge, pour évidemment le goût de la difficulté, être à l'aise et y voir l'opportunité plutôt qu'une menace, hein, c'est ça que fait l'affronteur, le besoin de challenge. C'est ce que on disait tout à l'heure, c'est y voir une opportunité et pas de se décourager, de se dire, OK, il y a une problématique, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme solution? Comment est-ce qu'on va faire tomber les obstacles et garder cet enthousiasme et la positivité? Ensuite, évidemment, toujours le management. Parce que je suis face à ce chef d'organisation ou ce chef d'équipe, en R5, on trouve le management parce qu'il faut piloter le plan d'action. C'est le triangle noir, hein, de la dynamique des pilotes, c'est-à-dire qu'on est orienté résultat, on est orienté concret, impactant, et ça vient utilement compléter le goût pour la résolution de problèmes. Ensuite, on a la connexion, parce on a dit, il faut communiquer, il faut faire circuler l'information, il faut tenir compte des informations qu'on nous donne et il faut communiquer autant en interne qu'en externe. Donc, je vais trouver le R5 de connexion. Et enfin, la réalisation, parce qu'on a dit, il faut être sur le terrain, il faut être rationnel, il faut être orienté delivery, il faut apporter des solutions maintenant et tout de suite. Pas dans l'absolu, mais maintenant et tout de suite. Donc, on a quelque chose d'assez opérationnel. Hein. Vous voyez sur cet axe horizontal le challenge, l'exécution, avec du cadrage de projet, créer l'engagement des gens, clarifier le qui fait quoi, etc., pour se poser en vrai chef de projet, va créer les conditions de la résolution des problèmes et ce sens de la communication. À ça, on va sans doute avoir envie de compléter par ce qu'on disait tout à l'heure, dans la famille des pilotes, le cadre, la stratégie. Il faut garder le cap dans ces moments difficiles. Il faut avoir aussi une vision long terme, qu'on va compléter par le C5 en anticipation, qui est une vision un peu plus court terme, mais qui va avoir son utilité pour anticiper les besoins et les risques. Donc, on est à la fois sur l'anticipation court terme et sur l'anticipation long terme pour garder le cap et la stratégie.
On y ajoute également la décision en C5 parce que il va falloir prioriser, trancher, décider rapidement. Donc, on a besoin de cette appétence et être en confort avec la prise de risque qui est celle de trancher, hein, particulièrement en situation de crise, quand on est le manager en charge, on est sur la sellette, on est sans doute même sous les feux des projecteurs. Donc, il faut être à l'aise avec cette prise de risque de trancher, d'arbitrer, parce que là aussi, ça va venir alimenter les réponses aux questions et l'apport de solutions. Et enfin, on a trouvé opportun d'ajouter le C5 de conseil, parce qu'on est dans le dialogue et qu'il ne faut pas que ça soit déconnecté de la réalité. Donc, la combinaison connexion-conseil, hein, le conseil avec ses qualités d'écoute, son envie de poser des questions, de partager des bonnes pratiques, etc., va permettre de venir aussi alimenter la prise de décision et le pilotage de la gestion de crise qu'on trouve assez présente dans la dynamique du rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous auriez vu d'autres choses comme trame de départ du manager en charge de la réponse? J'avais fermé, il y avait du bruit parasite autour de moi. Alors, c'est une remarque, je comprends le réalisateur et pour autant, j'aurais plus facilement vu le concepteur parce que je me dis que si le gars là, il est à la fois dans le pilotage, les mains dans le cambouis, le truc et le machin, de ce point de vue-là, il faut du concret. Mais assez spontanément, je serais plutôt partie sur le concepteur en me disant la feuille de route doit être une feuille de route, hein, c'est pas un truc trop compliqué, mais ça doit être établi. Et justement, il ne faut pas qu'il soit trop dans le doueur non plus, lui, parce que s'il est en train d'essayer de régler les sujets trop du quotidien, etc., enfin, je veux dire, en termes de pilotage, ça va devenir un peu compliqué. Donc, moi, c'est peut-être le point où j'aurais vu autre chose, enfin, j'aurais plutôt vu du concepteur que du réalisateur. Avec l'écueil que ça peut poser, en mettant le réalisateur, c'est voilà, tu dois être à la fois là, tu es sur le terrain. Il peut pas être partout, le gars. Donc, oui, et ça s'adapte au contexte, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est la dimension du doueur qui est plutôt orientée résultat et pragmatique. Donc, on disait le triangle noir du manager est peut-être un peu trop light, et c'était pour vraiment mettre en lumière. Et bon, c'est vrai que c'est un parti pris, hein. Le parti pris d'Arnaud Marion, c'est de dire il faut être sur le terrain. C'est quand on voit un président en bottes en caoutchouc qui va sur le bord d'une rivière qui a débordé. C'est aussi cette idée-là, c'est pas forcément prendre une pelle et dégager les trucs. C'est pour ça, moi, que ça me. Parce que être sur le terrain, tu dois être sur le terrain pour la communication, tu dois être sur le terrain pour le pilotage, tu dois être sur le terrain pour le challenge, pour anticiper, etc. Mais, tout à fait, oui. Mais pas forcément pour faire, quoi, je veux dire. Oui. Voilà, toute cette précision étant apportée, on est tout à fait d'accord. Ouais, ok, super, merci. Autre chose? Moi, je trouve très cohérent. J'aurais pas mis stratégie parce que il me semble que là, voilà, c'est pas compatible avec le rythme d'une gestion de crise, la stratégie. Mais la stratégie, elle est vraiment mise pour ne pas perdre le cap et le cadre, en fait, hein. C'est vraiment dans cette perspective-là en particulier. On est d'accord, c'est pas le moment de réfléchir à la tactique, mais il ne faut pas perdre son âme non plus au milieu d'une crise, en fait. Tout à fait. D'accord. Voilà, c'est vraiment dans cette division-là. Moi, personnellement, j'ai hésité. Peut-être un C5 d'évaluation, d'avaliseur. C'est ce que je me disais aussi sur la valiseur. Ouais, pourquoi Norma, toi, tu pensais pas? En fait, parce que je me dis, à un moment donné, il y a l'analyse de la crise. Elle a vraiment faire la bonne analyse. Donc, parce que je me dis, bon, quand on est manager, on est capable de décision. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de mettre décision? Alors que la valiseur va apporter la bonne analyse. Parce que en fait, à un moment donné, quand on a trouvé réellement, identifié le bon problème, la solution est déjà là. Le pire, c'est quand on part dans une mauvaise direction.
Mm. Et en fait, je ne l'ai pas mis parce que je me suis dit, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'expertise. On disait, il faut s'appuyer sur un pool de sachants, d'experts. Le conseil, ça serait aussi, et on va peut-être en parler au niveau du collectif d'ailleurs, c'est important, c'est peut-être pas lui le manager qui doit être avaliseur, qui doit avoir le goût de l'analyse et faire lui-même, un peu comme on disait, c'est pas lui qui doit être les mains dans le cambouis sur le terrain, mais par contre, il aura sûrement besoin de s'appuyer sur des analyses détaillées pour venir nourrir son pilotage et sa décision. On est bien là dans les dynamiques du modèle, la prise de recul de la dynamique de cette prise de recul vient alimenter les décisions. Sinon, on décide, on arbitre, on priorise. Au nom de quoi? Il faut que ça soit nourri. Donc, ça soit nourri par des échanges du conseil, de l'expertise des sachants, de l'analyse des avaliseurs. Mais ça, idéalement, on va le trouver ailleurs. On va trouver des appétents qui vont venir nourrir ça et qui vont permettre de piloter sur cette base. Ça dépend aussi effectivement du niveau de la personne hein, et de la taille de l'entreprise. C'est toujours pareil. Hein. Voilà, si c'est une petite boîte où le type il gère son truc, il fait tout, il va être un peu partout. Dès que tu montes dans les grandes structures, on va avoir des choses un peu différentes. Hein. Exactement. Mais c'est toujours intéressant de cet exercice de caractérisation bridé maintenant dans la plateforme où on ne peut pas aller rajouter à l'infini des choses. Et quand on se positionne, voilà, le manager, si on considère qu'il peut s'appuyer sur d'autres choses, qu'est-ce qui ressort de ses propres responsabilités clés à lui? Si lui n'adresse pas ça, la gestion de crise va être compliquée. Il y a quelque chose qui est quand même, le médiateur. Hein. C'est-à-dire que pour le coup, quand il y a une gestion de crise, la gestion des interfaces, hein, pour l'avoir vécu, c'est énormissime. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quels sont les besoins des uns et des autres, c'est quelque chose d'extrêmement important à avoir à l'esprit. Et je suis assez d'accord, mais du coup, après, on a tendance à vouloir tout mettre. Mais peut-être que le décideur, je suis assez d'accord avec ce que dit Norma, finalement le décideur, hein, il y a le pilote, etc. Oui, c'est vrai, il faut décider. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention aux interfaces, il faut avoir l'information, effectivement. Enfin, la circulation de l'information permet aussi d'avoir la montée, la descente et la remontée d'informations en matière d'indicateurs, de crise, d'impact, de calcul, etc. C'est difficile de choisir. Si on a l'essence, ouais. Ouais. Et je t'avoue que dans une version précédente, il y avait de la médiation, effectivement, pour aller aligner les parties prenantes. Et là, ça dépend aussi un peu du contexte. Est-ce que c'est la priorité est de trancher et de tracer? Et là, c'est le décideur. Ou est-ce que la priorité, c'est de réaligner les parties prenantes et d'aller rechercher ça? Et là, j'aurais peut-être pas de décideur et un C5 de médiateur. Et en fait, je me posais la question. Pardon. Je me posais la question entre le conseil et puis le coaching, parce que dans un contexte comme ça, l'intelligence collective est très importante. Oui. Et cette capacité de faire vivre l'intelligence collective, et justement, bon, le conseiller va écouter probablement, mais le coaching va aller au-delà et va poser les questions et solliciter l'intelligence collective pour réellement, face à cette crise, voir, avec le cumul, enfin, connecteur et coaching, on va pouvoir donner la bonne info à la bonne personne, aux bonnes personnes, et en même temps stimuler l'intelligence collective. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'arbitrage entre conseil et coaching. Ok, super. Merci pour ces échanges. Ce que je vous propose, c'est que je vois l'heure tourner. C'est qu'on se dise par rapport à ce qu'on vient de se dire, quel serait le câblage idéal d'une équipe face à une crise? Et je vous ai préparé ça dans la plateforme.
je suis bien sur pas le bon onglet. Non. Ouais. Hop, voilà, le manager de crise. Tac. Nous y voilà. Il y a même la carte vide à côté. Donc, j'ai remis à gauche ce qu'on vient de se dire sur le manager de crise. Je l'ai ouvert il y a trop longtemps. Voilà. Et donc, si j'ai une main vierge, qu'est-ce qui serait différent entre ces deux caractérisations si je considère à droite que je suis plutôt du collectif? Donc, sur quel serait mon collectif? Alors, si on se dit, on se dit codir ou on se dit entreprise, pour moi, c'est pas la même chose. Je vous propose de faire le collectif. Un collectif plus large, pas seulement un comité de direction, mais un câblage collectif. Des managers, enfin, la ligne managériale qui va Oui, c'est piloter ça, tout ça. les top managers sous le Ouais. comité de direction. C'est de la culture managériale dont on aurait besoin pour affronter la crise. Qu'est-ce que vous metteriez en R5? Ils vont être des relais d'information. Ça, c'est. Ouais, Ils vont être des relais d'information. c'est sûr qu'on a besoin de connexion. Moi, je mettrais de la médiation aussi. Pour les raisons qu'on vient de se dire, Ouais, de considérer toutes les parties prenantes. Ouais, et puis même au-delà de toutes les parties prenantes, si c'est une ligne managériale, de savoir vraiment d'être dans une stratégie gagnante-gagnante pour tout le monde et que chacun puisse avancer pour que on survive. Ouais. Je Il pourrait mettrais être en retour d'information. je mettrais des challengers aussi. Challenge et Nadine, tu disais? Alors, tu voulais qu'on me challenge, c'est ça? Non, on a parlé en Non, je même temps. rigole. Je dis challenger et tu disais quoi? Non, je disais peut-être que ce serait intéressant, je ne sais pas si c'est un R5 ou un C5, mais qu'il soit en retour d'expérience, parce qu'il faut vite que l'information descende, il faut aussi vite qu'elle remonte pour assurer le pilotage. Donc, ils sont garants de ça aussi. Donc, en termes d'évaluation, quoi, hein, on a mis ça en place, qu'est-ce que ça donne, enfin, pour pouvoir effectivement piloter. Donc, ça peut être un C5. En tout cas. Qui vient alimenter le partage d'informations ici. Après, il faut bien mettre quand même, je sais pas, du manager, peut-être le management aussi. Parce que- Oui, ça reste une responsabilité ou. Moi, je Ouais, mettrais- peut-être. Est-ce que le médiateur est C, autant t'as mis C ou R sur le médiateur? J'ai mis R sur le médiateur et C sur le manager, sur management. D'accord. Donc déjà, on a 3 R5, 2 C5. Alors après, sur le noir, sur les Noir, hein. les signaux faibles peut-être dans la finalisation, capable de... Est-ce qu'on est là, je suis sur un collectif quand même, hein, donc Moi, perso, dans une gestion de crise, je pense qu'il y a un collectif au-delà d'accueillir les challenges avec enthousiasme. Je vois bien aussi un collectif qui a le goût aussi de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles parades. Et du coup, soit de Création, l'exploration, soit de la création et peut-être plus de l'exploration pour partir de l'existant sans réinventer la roue, quoi. ouais, mais carrément, je trouve que remettre en cause l'existant, porter un regard neuf et accepter de faire différemment. Et c'était un peu mon VP on a toujours fait comme ça, là, qui était dans mon scénario catastrophe, dans mon organigramme catastrophe tout à l'heure. Au contraire, il faut que le collectif, il y ait une appétence, il faut qu'il y ait le câble OK, on accepte, voire on a envie de faire autrement, on y voit une opportunité. Donc, il faut qu'au niveau de l'organisation et du collectif, qui soit managérial ou pas d'ailleurs, hein, qui ait une vraie appétence pour remettre en cause l'existence. C'est l'anti-statu quo, hein, l'exploration. Donc, en période de crise, effectivement, ça mérite de faire partie de la culture d'entreprise. Et puis après, moi, je rajouterais bien quand même une transformation sur l'axe opérationnel, de transformer les nouvelles idées en opérationnel un plan d'action très clair de qui fait quoi pour quand, quoi.
pense Dans c'est la bien. formalisation, ouais. sur la formalisation que disait Ouais. que Nadine mentionnait tout à l'heure, parce qu'on a besoin de concrètement savoir dans quel ordre on attaque les choses, quoi. Ok. Pas mal, on a du jaune sur il faut qu'on y aille ensemble, hein, il faut Ouais. avoir envie que tout le monde soit gagnant et qu'on se parle aussi entre nous. Moi, j'y ajouterais presque du C5 de réflexion pour la transversalité, pour que la réponse à la crise soit réfléchie de manière transverse. On est proche du win-win, hein, de la médiation, mais je trouverais ça peut-être intéressant d'être vraiment fort dans le jaune en disant on y va ensemble, on se serre les coudes, ça c'est la médiation, on reste Là, ensemble. pour le coup, comment est-ce que dans cette crise, les gens sont accompagnés là peut-être? Parce que là, il n'y a pas de transmetteur, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de... finalement, alors si on considère que ce sont les managers, hein, Oui. parce Et que... même là, moi, on accompagne un projet de transfo en ce moment où on voit que il y a une culture d'entreprise qui est très forte sur le coaching et ils sont pas managers. Et le coaching, ça se traduit dans, on s'entraide, on se soutient les uns les autres. Ça marche aussi en transverse, hein, l'appétence du coaching. Donc, effectivement, aller chercher une culture, une intelligence collective on est plus fort ensemble, on se soutient dans la performance. En temps de crise, ça peut être précieux. Et du coup, il y a combien de C5? 1, 2, 3, 4? Ah oui, Alors, tu as attends, 4 je mets C5. hop, voilà, on est à 4 R5 et 4 sur 5 C5. Pour rappel, on n'est pas toujours obligé de tout mettre, hein. Donc, Non, non. Non, mais c'est de faire émerger en tout cas l'essence. Et c'est vrai que l'explorateur, le connecteur, je veux dire, on ne peut pas avoir de discussion là-dessus, hein, il faut faire avec ce qu'il y a sur le moment, faire évoluer, le connecteur faire circuler, le médiateur s'intéresser à toutes les parties prenantes. Est-ce que le challenger mérite un R5 ici? Je ne sais pas. oui, c'est peut-être du moment que l'explorateur soit en Bah ouais, R5. bah ouais. Peut-être que le goût de l'aventure et de faire tomber les obstacles, de trouver des solutions aux problèmes. C'est quand même ça aussi, hein, le challenger, l'affronteur, c'est l'intelligence collective de ne pas se démoraliser dans les moments difficiles et d'être, d'aller gaiement dans des environnements complexes. Donc c'est quand même extrêmement sollicité en situation de crise. Mais Après, c'est 5 minimum, on a envie de dire. Ouais. le challenger, c'est quelqu'un qui va être toujours positif et qui va toujours tâcher Voilà, ouais. Ouais. de trouver dans les difficultés comment m'en sortir. Ouais, ouais. Alors, on l'attend de la tête de pont, hein, parce que c'est ça que je trouvais intéressant de garder à côté le profil du manager. Donc, celui en charge de la gestion de crise, lui c'est indéniable, ça doit être R5. Peut-être qu'on se dit, ben, pour le collectif, c'est bien que ça soit présent. Bonus si c'est de l'ADN et un gros câble du collectif, mais c'est important que ça y soit. Je pense qu'en Oh, effet, c'est quand même plus facile d'avoir entre guillemets, des profils challenger dans l'équipe. C'est plus facile à mobiliser. Il y a oui, peut-être ben voilà. moins besoin d'argumenter sur mais si, on va y arriver. Et après, Exactement. moi, ce qui me pose question encore, c'est sur l'exécution dans l'équipe. Au-delà de définir le plan d'action, de qui fait quoi, etc., même si on est sur une ligne managériale, moi perso, je me mettrais bien quand même du plaisir dans l'exécution. Pour dans ces moments de crise, c'est aussi parce qu'on voit l'autre faire, et pour le coup, le manager, que bah, aussi on a envie de le suivre et que le leadership aussi s'affirme de plus en plus dans ces moments difficiles, quoi. Donc voilà, Ouais. Mais évidemment pas forcément R, mais en C, quoi. ouais, mais pour mettre mon C5, du coup, il faut que je passe un C5 existant. Alors, je repasse en R5 le challenge pour pouvoir mettre mon C5 d'exécution. D'accord? C'est le deal. OK. Écoutez, merci beaucoup pour cette participation. Je réintégrerai ce qu'il faut dans les slides, mais je trouvais intéressant de faire Super l'exercice. intéressant. Et Merci beaucoup, hein.
Je le mettrai côte à côte. Et puis comme autour de la table, on a des personnes qui sont un peu moins aguerries à la caractérisation, c'était l'occasion de le faire ensemble. Merci beaucoup.